Bonjour à tous. Merci également pour cette invitation. Je suis assez contente d'être ici aujourd'hui parce que je vais traiter d'une partie de ma thèse dont j'ai pas vraiment eu l'occasion de discuter encore, et donc je serais vraiment ravie d'avoir un retour critique des questions puisque je n'ai pas encore vraiment traité du conflit, et donc j'ai profité de cette journée thématique pour l'introduire. Et donc je serais ravie d'avoir vos critiques. Donc, je m'appelle Victoire Chalin, je suis doctorante en socio-anthropologie à l'URMIS, à Paris Diderot, et je suis actuellement en période de rédaction intensive. Donc, peut-être que cette présentation, j'espère qu'elle ne sera pas trop lourde. En tout cas, elle va être assez riche. Voilà. Donc, je vais vous parler du parc national du lac Mburo, qui est un exemple d'enclosure à l'africaine en sortie de guerre du maquis en Ouganda. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le parc national du lac Mburo, il a acquis le statut de parc national, avant c'était une réserve, en pleine guerre, c'est-à-dire en 1983. Donc la guerre du maquis, en fait, elle a opposé l'actuel président Yoweri Museveni et ses groupes rebelles armés qu'il a formés au fur et à mesure du conflit, avec des soutiens notamment dans la population civile au centre de l'Ouganda et à l'ouest, et l'armée de Milton Obote qui était alors président. La guerre, elle a été particulièrement violente. On a parlé de massacres et parfois même de génocide. Du fait des groupes armés de Milton Obote, mais également en fait de la part de Museveni, même si on en parle moins. Donc les massacres, ils ont eu lieu dans les zones de soutien de l'actuel président, donc au centre de l'Ouganda, mais aussi à l'ouest, particulièrement dans la zone du parc national du lac Mburo. Pourquoi ? Parce que dans cette zone, il y avait des éleveurs pastoraux, et ils ont été particulièrement ciblés pour leur appartenance commune au groupe ethnique ou social de Museveni, et notamment parce que Museveni recrutait pour ces groupes rebelles au sein du groupe des éleveurs pastoraux. Il faut aussi comprendre ça, puisque en Ouganda, en fait, les 30 ou 20, plutôt 20 années de guerre qui ont eu lieu après l'indépendance ont été marquées par une forte ethnicisation de la vie politique, et les associations politiques et les allégeances étaient notamment fondées à partir le soutien aux candidats trouvait leur fondement dans les régions d'origine des candidats, et donc l'ethnie était une donnée de la vie politique. Elle n'était pas exclusive, mais on ne peut pas nier qu'elle était une donnée de la vie politique. Et donc, le parc est créé en 83, dans un moment où le conflit politique est particulièrement ethnicisé. Et ce qui est donc intéressant, c'est que Milton Obote crée le parc non pas dans un objectif de conservation, mais plutôt en fait comme vengeance au groupe armé de Museveni, puisque en créant un parc national, il crée un usage exclusif de la terre par rapport à la réserve où les éleveurs avaient le droit de faire pâturer leur bétail, et donc il exclut les éleveurs. Et sur le site, par exemple, de OUA, qui est l'agence des parcs de l'Ouganda, il est clairement écrit que le parc national du lac Mburo est créé pour venger, a été créé pour venger l'armée de Milton Obote. Donc finalement, en janvier 86, Museveni remporte la guerre, et au parc national du lac Mburo, la situation est particulièrement problématique, puisque des éleveurs ont été expulsés, ils se sont réfugiés dans des zones où il y avait des ranchs, donc ça crée des conflits fonciers entre les propriétaires de ranchs et ce qu'on dénomme alors comme les squatteurs. Le parc est aussi occupé par des réfugiés de guerre, et un camp de réfugiés est créé non loin du parc. Donc Museveni a face à lui
une situation particulièrement problématique puisqu'il a ses soutiens qui ont été visés par les massacres, qui se retrouvent sans propriété foncière, à squatter sur des ranchs possédés par l'État. Et donc, il doit aussi, en sortie de guerre, solidifier son implantation politique dans sa région d'origine. Et donc, il décide de faire un découpage foncier sur le parc. Et il attribue des baux aux éleveurs, qui sont des victimes et des vétérans de son armée. Et il oblige ces éleveurs à se sédentariser et il introduit la propriété privée, donc des usages exclusifs de la terre. Pour situer un peu le cadre territorial, donc le parc national du lac Mburo, il se situe au sud-ouest de l'Ouganda. Donc là, j'ai entouré en rouge le district de Chirua. Et il fait partie du système écologique de la Kagera, donc qui s'étend de l'Ouganda jusqu'au nord-ouest de la Tanzanie. On retrouve à peu près les mêmes systèmes de production. Et d'ailleurs, de nombreux éleveurs pastoraux de l'Ouganda se sont réfugiés en Tanzanie pendant la guerre. Ce qu'il faut aussi savoir, excusez-moi, je reviens sur cette diapositive, c'est que le district de Chirua, au sud-ouest, il est considéré comme le fief politique du président. Et ça, il est considéré de par l'extérieur. Pourquoi ? En fait, il faut le comprendre à partir de la fin des années 90, et j'en reparlerai après, mais je voulais juste préciser que il est considéré comme le fief du président et que de l'extérieur, en Ouganda, on a tendance à dire que ce sont les éleveurs pastoraux de ce district qui bénéficient des mesures du président et qui sont ses clients politiques. Donc ça, c'est une dénomination depuis l'extérieur. Mais si on va à l'intérieur du district, et plus particulièrement aux abords du parc national, on se rend compte qu'en fait, il y a une multiplicité d'acteurs et on peut les catégoriser par rapport à leur accès au foncier. Donc, alors cette carte n'est pas la mienne, je l'ai tirée d'un article qui a été écrit par Franck Moemeza, qui est un expert de l'élevage pastoral en Ouganda. Je n'ai pas mis la source, je m'excuse. Donc, on retrouve donc une diversité d'acteurs. Je vais me lever pour vous expliquer. Donc, avec la flèche. Ah oui, pardon, pour qu'on m'entende. Ouais, ok. Donc cette zone-là, en fait, c'est la zone des ranchs qui a été découpée dans les années 60 puis dans les années 90. Ça, c'est un plan de réinstallation et c'est ce plan dont je parlerai plus particulièrement par la suite, qui a été créé par Museveni. Ça, c'est une zone de propriété privée, un ranch gouvernemental et une zone des terres gouvernementales qui ont été récemment attribuées à une laiterie. Donc, dans cette zone, on retrouve des vétérans et des victimes de la guerre. Dans cette zone, on retrouve des personnes qui ont acheté récemment de la propriété foncière. Et donc, en fait, il y a toute une série de conflits entre ces différents acteurs. Entre les ranchs et le parc national, entre les bénéficiaires du programme de réinstallation et le parc national, entre les propriétaires fonciers et les petits éleveurs. Et en fait, on se rend compte qu'à l'intérieur de cette zone, il n'y a pas du tout une homogénéité de la relation avec le pouvoir, mais plutôt une diversité de relations entretenues avec le pouvoir. Donc, pour comprendre un peu pourquoi
on a tendance à qualifier cette région comme fief du pouvoir depuis l'extérieur. Il faut revenir un peu sur le parcours politique de Museveni. Donc Museveni, en fait, il prend le pouvoir en 86, et en fait, jusqu'en 2001, il n'y a pas de multipartisme en Ouganda. Il construit ce qu'il appelle une démocratie participative sur la base de conseils de résistance qui deviennent après des conseils locaux. Mais en fait, ces conseils de résistance sont introduits pendant la guerre. Donc à chaque fois qu'il y a un village qui est conquis, on introduit un conseil de résistance qui est en charge de mettre en place le programme de Museveni. Le multipartisme, il arrive que après les élections de 2001. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, Museveni arrive à modifier la Constitution pour avoir accès à un troisième mandat. Donc en fait, on se situe dans un... en fait, tout ça, ça se comprend dans un rééquilibrage politique. Et à partir de cette date, à partir de 2001, en fait, il y a un renforcement du clientélisme politique en Ouganda. Et parce que Museveni... souhaite garder le pouvoir, en tout cas c'est ce qu'on voit depuis l'extérieur, et donc il va renforcer ses relations familiales, notamment dans sa région d'origine, où il y a des recrutements politiques au sein de sa propre famille, famille au sens... au sein de ses frères, et au sein aussi de sa famille, de sa région d'origine. Donc en fait, on replonge un peu dans cette histoire d'ethnicisation de la vie politique depuis les années 2000. Donc avec en fait pas un paradoxe, mais il faut le comprendre comme l'opposition a tendance à essentialiser le régime en disant que le régime fait usage d'un clientélisme ethnique pour se maintenir au pouvoir, et Museveni lui-même en fait a tendance à recruter parmi les membres de son entourage pour se maintenir au pouvoir. Donc alors que lui-même a mené une forte politique contre ce qu'il appelle le sectarisme, qu'on peut en fait traduire par le mot tribalisme, donc le recrutement dans sa famille, dans sa famille ethnique. J'aime pas trop ce mot, je le mets entre guillemets. Et donc, en fait, il entretient cette ambiguïté. Par exemple, on le voit sur cette photo qui a été prise pendant la guerre, où il a dans la main en fait le bâton des éleveurs pastoraux du sud-ouest. Ou encore plus récemment, on trouve cette photo de Museveni dans son ranch avec, il a plus de 5000 vaches, alors que lui-même mène une forte politique contre l'élevage pastoral pour la sédentarisation. Donc il y a ce paradoxe qu'il entretient lui-même. Par exemple, si on considère que le district de Chirura est son fief politique, alors j'ai pris cette photo en c'était fin 2015, donc c'était juste avant les élections de 2016, et la route là qui part à droite, c'est la route qui va vers le ranch de Museveni, et on voit sur cette route une belle affiche de campagne du président, dont un des slogans de campagne était le seul président testé. Donc ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Voilà, c'est très... Donc les questions auxquelles je vais essayer de répondre, ou en tout cas auxquelles je vais essayer d'apporter des éléments d'analyse, c'est comment un parc national créé en pleine guerre civile a-t-il servi de réserve foncière en sortie de conflit? Comment est-elle devenue un espace de conservation virtuel entouré par des exploitations agricoles consommatrices d'intrants chimiques, hostiles à la faune sauvage et promouvant des usages exclusifs des terres? Et quelles sont les échelles d'usage du foncier qui se dévoilent dans ce contexte, et en quoi permettait d'étudier la marginalisation sociale issue de la politique néolibérale de privatisation foncière du régime de Museveni? Alors, je m'excuse un peu pour ceux qui sont venus pour le foncier. Je ne vais pas faire une étude détaillée parce que je suis un peu limitée dans le temps, mais j'espère au moins arriver à partager la diversité des cas que j'ai pu rencontrer sur le terrain.
Donc je vais commencer par parler de la territorialisation d'un espace de savane arborée, donc qui est le parc national du lac Mburo, le développement d'élevage, des ranchs, ce que j'ai qualifié d'enclosure à l'africaine. Puis je parlerai de la propriété individuelle exclusive, donc le freehold, et de titres fonciers, et comment en fait il y a un titre foncier mais une superposition de droits sur une même parcelle qui se négocie localement. Et enfin, je montrerai comment ces usages exclusifs de la terre produisent des frontières en tout genre. Donc je parlerai des frontières sociales, mais aussi de la frontière nature-culture, c'est-à-dire comment elles ont renforcé les clivages entre des activités agricoles et des activités de conservation, mais par exemple aussi au sein des familles d'éleveurs, comment les femmes ont été exclues de la sphère productive avec l'introduction de l'élevage intensif. Et donc le fil conducteur de cette présentation, ça va un peu être la terre, le pouvoir et la production des frontières, en tout genre. Donc le parc national, il est créé en 83, mais la première réserve, qui était une réserve de chasse, elle est créée en 36 par les Anglais. Et donc, à cette époque-là, les éleveurs pastoraux, ils reçoivent des permis, ils ont l'autorisation de faire pâturer les bêtes dans le parc. Le problème, c'est que la chasse bouscule les équilibres écologiques dans le parc. Les éleveurs ont tendance à partir, ce qui fait aussi partir la faune sauvage, notamment les herbivores, les zèbres et les impalas. Et ça va conduire à une infestation par la mouche tsetse du parc. Donc à partir des années 50-60, les Anglais puis l'administration indépendante vont promouvoir l'élevage de ranch, donc commencent à vouloir développer les ranchs dans la zone. Le problème, c'est la mouche tsetse. Alors du coup, je vais un peu rentrer, pas en contradiction, mais en fait, là, ça concerne davantage l'élevage, mais il y a eu des épandages massifs de pesticides dans cette zone-là, qui a quasiment décimé toute la faune au lac Mburo. Et en fait, l'élevage était vraiment un élevage de croisement génétique. On a introduit la vache, la fraisiane, c'est-à-dire celle qu'on appelle la reine de la production laitière, qu'on a croisée avec des vaches locales. Et en fait, les ranchs ont été attribués à des élites du sud-ouest, des élites du gouvernement central, mais à aucun éleveur pastoraux de la région, qui en fait, à cette époque-là, ont migré vers d'autres régions du pays. Et aussi en Tanzanie. Donc Museveni arrive au pouvoir en 86, et qu'est-ce qu'il fait? En fait, pour résoudre les conflits dont je vous ai parlé entre les différents acteurs de la région, il décide de découper 8000 hectares du parc pour créer un programme de réinstallation des victimes et des vétérans de la guerre. Donc, ce programme, il est créé en 86, mais finalement, il se concrétise qu'à partir de 92, au même moment où les ranchs qui avaient été créés dans les années 60 sont redécoupés pour réinstaller ce qu'on appelait les squatteurs, c'est-à-dire des éleveurs qui avaient été évacués du parc dans les années 86 et qui s'étaient réfugiés dans les ranchs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les appelle squatteurs, alors qu'en fait, ils avaient déjà des accords fonciers en fait avec les propriétaires de ranch, puisque en fait, ils louaient la terre aux propriétaires de ranch. Il y avait déjà des contrats informels développés, mais les propriétaires de ranch les appelaient les squatteurs, alors qu'en fait, ils tiraient une rente monétaire de l'occupation de ces éleveurs sur leur terre. Donc le paysage finalement de cette savane arborée a changé entre les années 60 jusqu'à actuellement, et on le voit assez clairement sur cette photo. On voit bien qu'il y a
on voit des clôtures à peu près partout sur le paysage, donc qui sont faites par des arbres, et c'est en fait ces clôtures qui m'ont fait penser au paysage de l'enclosure et du mouvement qui a eu lieu en Angleterre. Et en fait, l'introduction de ces clôtures dans cette savane, elle a eu pour pardon, je voudrais remonter, de modifier en fait les systèmes de production agricoles. Donc je vous l'ai déjà dit, il y a eu des croisements génétiques pour le lait. Donc on voit bien là une vache. Cette photo, je trouve qu'elle est particulièrement illustrante puisqu'on voit des troupeaux de vaches en collé, donc qui sont les vaches endémiques de la région. Puis à côté, on voit presque la vache normande. Et donc c'est des troupeaux qui cohabitent, mais pour cohabiter, en fait, il y a une forte utilisation d'intrants chimiques, puisque les vaches qui ont été importées sont extrêmement susceptibles aux maladies, et notamment à la cohabitation avec la faune sauvage, puisque les troupeaux d'herbes ont tendance à suivre en fait les vaches en collé. Et donc voilà, et là par exemple, on voit de jeunes éleveurs qui sont en train de traiter leurs vaches par épandage chimique. Donc c'est des épandages qui ont eu lieu en fait presque tous les éleveurs le pratiquent tous les samedis. C'est une fois par semaine, donc c'est quand même assez intense. Donc je vais m'attarder plus particulièrement sur le programme de réinstallation maintenant, puisque c'est sur ce programme de réinstallation que j'ai pu avoir accès à des titres fonciers et de voir comment en fait le régime de Museveni avait directement par la terre en fait comment le dire, avait directement par la terre induit en fait l'éradication de l'élevage pastoral, puisqu'il a sélectionné des victimes et des vétérans de la guerre à qui il a distribué des baux, mais ces baux sont des baux convertissables en titre de propriété au bout de 49 ans, à condition d'être sédentarisés et de pratiquer une agriculture mixte, autrement dit une agriculture élevage-plantation. Et par exemple, ce qui est intéressant de constater, c'est que dans ces baux, on retrouve le terme de développement absolument à toutes les lignes. Autrement dit, il fallait passer d'un élevage pastoral considéré comme non civilisé à des pratiques qualifiées de développées. Or, sauf que ces conditions... non, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que il y a eu effectivement des bénéficiaires d'enregistrer, mais tous les baux n'ont pas été enregistrés, n'ont pas été délivrés, et donc actuellement dans cette zone, il y a des ventes, les parcelles se vendent, alors même qu'elles n'ont pas toutes été enregistrées. Et par exemple, dans le bureau foncier donc de ce programme de réinstallation, on retrouve ces affiches qui disent « Est-ce que votre titre foncier est original ? Comment être sûr que votre titre foncier est original ?» puisque en fait, alors que ce sont des baux, les terres se vendent, des titres de propriété privée circulent en fait dans ce programme de réinstallation. Donc en fait déjà c'est pas clair, et donc il y a un double jeu que moi j'ai pas réussi à avoir de titre de propriété privée, mais des bénéficiaires que j'ai rencontrés et des personnes qui ont récemment migré dans le programme de réinstallation m'ont certifié avoir acheté des titres de propriété privée individuels et exclusifs. Et quand je leur ai posé la question plusieurs fois, ils ont complètement rejeté le fait qu'ils puissent avoir des baux.
Et alors, quand je me suis rendue dans le bureau foncier et que j'ai posé la question à l'administrateur local, lui disait que c'était complètement impossible, que ceux qui avaient des titres de propriété foncier, c'était des titres de propriété privés, individuels et exclusifs, et c'était des titres de propriété qui n'étaient pas valides, qui ne valaient rien. Donc déjà, il y a cette double échelle. Mince. Oui. Et par rapport à la condition de développer une agriculture mixte, cela a modifié en fait le travail dans les exploitations, puisqu'il fallait mettre en place des clôtures, faire des traitements contre les maladies, il fallait mettre en place des plantations de bananes. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu employer de la main-d'œuvre. Et comment cette main-d'œuvre, elle s'implante localement? Eh ben, elle négocie des contrats de métayage avec ceux qui ont été bénéficiaires du programme. Donc là, on a encore une superposition d'usages sur ces parcelles qui ont été délivrées par le pouvoir. J'ai mis ces quelques photos juste pour illustrer, puisque ces maisons là, que vous voyez, ces maisons construites en paille et en terre, en fait, sont les maisons des travailleurs agricoles migrants qui viennent pour le compte des bénéficiaires, mettre en place les plantations, faire de l'agriculture vivrière. Il y a même maintenant ces individus qui disent acheter la terre en propriété privée, qui achètent de la terre dans ce programme de réinstallation et qui en fait ne l'habitent pas, mais en fait établissent des contrats de métayage avec des travailleurs qui souhaitent s'implanter dans la région. Il y a aussi des individus qui n'ont pas reçu assez de terre et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben en fait, ils confient leurs vaches à des travailleurs agricoles migrants qui, eux, vont naviguer sur les différentes terres en négociant des locations avec différents propriétaires fonciers de la région. Donc, à partir d'une carte qui nous montre différents acteurs et différents acteurs à partir de leur accès à la terre, en fait, après on peut la déconstruire en montrant que sur chaque parcelle, il y a des usages différenciés, notamment pour l'accès à l'eau, qui est une problématique dans la région, et les éleveurs ont tendance parfois à partager leurs terres aussi pour avoir accès à l'eau. Donc, à partir de ça, je voulais vous montrer que l'État, en fait, il a essayé de promouvoir des usages exclusifs de la terre, mais que l'effet, il a été non pas contradictoire, mais il a été autre, puisque ce qui s'est produit, c'est une superposition des usages sur une même parcelle, et du coup, cela a créé de nouvelles relations sociales, qu'on peut plutôt qualifier de rapports, puisque en fait, ce que ça a eu tendance à créer, en fait, c'est une hiérarchisation sociale liée en fait à la propriété foncière, puisqu'on se retrouve avec des éleveurs bénéficiaires qui sont devenus propriétaires, qui sont employeurs de main-d'œuvre. Donc là, on a une première frontière sociale qui s'est créée au sein du groupe qui est désigné de l'extérieur comme homogène. Au sein des familles, par exemple, l'introduction de l'élevage intensif, il a eu pour conséquence, et notamment l'introduction des produits phytosanitaires, il a eu pour conséquence d'exclure complètement les femmes de la sphère productive, puisque c'était elles qui étaient en charge de faire les soins, de préparer les soins à base de plantes pour le bétail. Aussi, en raison de ces maladies et des conflits qui existent avec le parc, il y a une hostilité grandissante et fortement prononcée sur le terrain que j'ai pu recueillir durant mes entretiens contre la faune sauvage. C'est-à-dire qu'un élevage un élevage pastoral qui était avant intégré et qui avait intégré l'espace écologique dans sa manière de fonctionner est aujourd'hui un élevage qui en fait rejette complètement la faune sauvage. Il y a une perte de connaissances et ça aussi induit en fait des ruptures intergénérationnelles. C'est-à-dire que les nouvelles générations
sont complètement critiques par rapport à l'élevage qui était pratiqué par les générations anciennes. Et pendant des entretiens, j'ai eu des situations assez surprenantes, enfin, en tout cas moi qui m'ont surprise, où les enfants parlent devant leurs parents en disant que leurs parents étaient des arriérés, qui marchaient tout nus, qui savaient pas pratiquer l'élevage, et les parents qui restent, qui acquiescent sans rien dire. Mais donc il y a quand même une rupture et de la transmission des savoirs d'une génération à l'autre. Dans ce contexte, donc je l'ai déjà dit, il y a une hiérarchisation sociale qui est fondée sur le titre, une différence entre celui qui possède la terre et celui qui cherche à avoir des accès, qui essaye de négocier des accès. Et parmi ceux qui cherchent à négocier des accès, ce sont, je l'ai dit aussi, des travailleurs agricoles migrants qui négocient des accès en répondant aux commandes des propriétaires qui eux souhaitent parfois développer un élevage intensif en suivant les recommandations du gouvernement, mais parfois aussi qui cherchent à continuer à pratiquer un élevage pastoral en ne suivant pas les recommandations du gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent ceux qui ne se soumettent pas à la règle sont les élites, parce que ce sont eux qui ont les moyens de négocier des passe-droits. Et donc, en fait, la place des migrants sur le territoire, elle dépend, là j'ai repris un terme de Pierre-Yves Lemeur, c'est-à-dire la légitimité productive, et j'aimerais bien qu'on en discute après, parce que je qualifie en fait cette présence des travailleurs agricoles migrants sur cette zone par leur légitimité productive, c'est-à-dire par rapport à leur place de travailleurs dans les systèmes de production agricole de la région. C'était juste pour illustrer. Donc là, on voit un travailleur agricole migrant, en fait, qui a avec lui un troupeau ce ne sont pas ses bêtes, ce sont les vaches de différents propriétaires de la région qui n'ont pas assez de terre, et lui se charge de négocier entre les différentes parcelles, de négocier des contrats de location pour faire pâturer le bétail. Pour revenir à cette idée que le district de Chirura est le fief du gouvernement de Museveni, on voit bien que ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a eu une hiérarchisation sociale au sein des éleveurs de la région, alors qu'ils sont dénommés comme appartenant tous au même groupe social, proche du gouvernement de Museveni. Donc, si on passe par le foncier, on se rend compte qu'il y a une hiérarchisation et évidemment des inégalités. Mais on voit bien, ça c'est une photo que j'ai prise dans une maison, qu'il y a quand même une allégeance au pouvoir. Alors ça c'est une photo où on retrouve, là c'est Museveni, son père, son frère, sa femme et sa fille. Comment ? Son chien. J'ai pas vu le chien. Non, mais il aurait pu. Pourquoi pas. Et ça, c'est une photo qui a été prise dans une maison, et c'est pas la seule que j'ai vue. Il y en a d'autres qui ont des photos du président dans leur album photos de famille, parce que en fait, il a donné de la terre. Et donc en fait, il entretient cette relation. Donc il y a bien en fait une allégeance politique et un fort clientélisme politique en dépit de ces inégalités qu'il a introduit en fait parmi les éleveurs pastoraux. Et dans la région, de manière générale, ce qui fédère l'ensemble de ces éleveurs, c'est leur implication dans la production laitière, et puisque Museveni investit en fait depuis peut-être une dizaine d'années dans des programmes de développement du lait
Et dans ce contexte, le district de Chirura est particulièrement concerné par les investissements. Et donc, tous les éleveurs se retrouvent dans ce marché de la production laitière. Voilà, donc je vous ai mis un pot de lait, puisque en dépit de tous ces conflits, ce qui rassemble, et de ces inégalités foncières, ce qui rassemble, c'est d'une part l'histoire foncière et de la guerre qu'ils entretiennent avec le régime, mais aussi en fait cette mémoire commune et cette pratique de l'élevage qui s'insère actuellement dans un marché dans lequel il y a des opportunités. Et je vous remercie, je vais m'arrêter là.